Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, c'est un immense privilège de recevoir Geneviève Janson sur le podcast. Geneviève qui a marqué, malgré elle évidemment, mon parcours de vie, qui a marqué fortement mon imaginaire, qui a eu l'aimabilité de venir aujourd'hui en fait faire un doublé au Studio SF. On l'a reçu premièrement sur le Sans Filtre podcast. Donc, le podcast sortira dans les prochaines semaines au moment où vous allez entendre le podcast Upika. Donc, si vous voulez entendre plus sur la vie de Geneviève, c'est vraiment ouvert par rapport à sa vie et à tout ce qui s'est passé, toute son histoire sur le Sans Filtre. Donc, vous irez écouter ça quand le temps viendra. Mais ici, étant donné que c'est un podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport, on a parlé de sa pratique de sport actuelle. On a comparé évidemment certains aspects de sa pratique de sport maintenant à sa pratique de sport dans, appelons-le ça, sa première carrière. On a comparé, en fait, elle est vraiment bien positionnée pour parler de l'évolution des techniques d'entraînement à travers le temps, parce qu'elle a vraiment vécu deux carrières complètement séparées, parce qu'en ce moment, c'est sa deuxième année d'entraînement dans sa nouvelle carrière en gravel bike. Donc, des événements de plus longue durée, des événements plus casual peut-être, tu sais, le gravel, ça se compare un petit peu au trail, on en parle durant le podcast, où est-ce que c'est un petit peu plus friendly que la course sur route ou le vélo sur route. Donc, on parle de tout ça, elle nous parle de à quoi ressemblent ses semaines, de ses entraînements préférés. Puis on parle aussi, puis ça c'est un aspect super important, de comment garder le plaisir dans le sport, parce que ça reste juste du sport. Puis comme moi, les auditeurs du Upika Podcast, vous prioriser le sport, puis c'est bien correct de prioriser le sport dans sa vie, que ça reste une priorité, mais ça reste juste du sport. Puis ça, c'est la clé derrière tout ça. Faudrait pas que ça dicte votre humeur, faudrait pas qu'un mauvais workout soit nuisible à tout ce qui entoure votre pratique de sport. Puis je pense que c'est important de se le rappeler de temps en temps, puis on le fait durant le podcast avec Geneviève. Fait que c'est super intéressant. Si vous aimez le podcast Upika, là, je vais vous demander de prendre 2 secondes pour faire une affaire, OK? Parce que j'ai remarqué que sur Instagram, j'ai ouvert une nouvelle page pour le Upika Podcast, qui n'est pas le Upika Sport, qui est la page de Upika, mais Upika Podcast. C'est une nouvelle page dédiée aux extraits du podcast. On a à peu près 500 personnes là, qui sont abonnées à cette page-là, mais on est à peu près 5000 à chaque semaine à écouter le Upika Podcast. Fait que je vais vous demander maintenant, là, sortez votre cell, allez sur Instagram, puis abonnez-vous à la page du Upika Podcast. Fait que c'est la seule affaire que je vous demande. Puis la deuxième affaire que je vous demande, j'ai dit 2 affaires, fait que je vais au moins en donner une deuxième. Si vous n'avez pas encore essayé Upika, la compagnie de suppléments de sport d'endurance, la compagnie, la meilleure compagnie au monde de suppléments de sport d'endurance, allez-y dès maintenant. Le Upika Endurance, c'est notre tout-en-un pour les sports d'endurance, donc pendant la performance. 25 grammes de glucides pour votre énergie. On a 300 mg de sodium pour la rétention d'eau, des électrolytes pour remplir ce que vous perdez à l'effort, de la taurine pour la création d'énergie, la thermorégulation, vitamine B et C pour réduire le stress oxydatif sur vos muscles lors d'efforts de longue durée. Bref, tout ce que vous avez besoin dans un seul produit pour vous permettre d'atteindre vos propres objectifs. Allez voir sur upika.ca et utilisez le code UPIKAPOD 2023, donc UPIKAPOD 2023 pour 10% de rabais sur votre première commande. Et sans plus attendre, je vous laisse avec cette merveilleuse conversation avec Geneviève Janson. Bon, ben, ça roule. Le podcast Upika, maintenant, on sort toujours ceux qui écoutent le podcast. Puis vous voulez entendre plus sur la vie de Geneviève, ben, vous pouvez aller écouter le Sans Filtre podcast qu'on vient d'enregistrer. Je sais pas s'il va être sorti avant ou après. Vous verrez. Merci de prendre le temps de venir geeker de sport ici. Hey, ça me fait plaisir. En plus, le sport, tu sais, on discutait que pour certaines personnes, c'est vraiment un sport qui les fait triper. Oui, moi, j'aime ça faire du bike, mais j'adore m'entraîner. Ouais. L'entraînement, c'est ce qui me fait triper. Ouais.
Ouais, puis tantôt, c'est drôle parce que là, on va faire référence à la conversation qu'on vient d'avoir, mais il y avait plein de moments parce que je me disais, je poserais cette question-là, je poserais cette question-là, je poserais cette question-là. Une affaire sur laquelle moi, je veux avoir ton opinion parce que tu parlais de que là, tu avais recommencé à t'entraîner, ça faisait sérieusement l'année passée. Mm-hmm. Puis là, tu es à ta deuxième saison de... Je veux pas appeler ça un comeback parce que c'est pas nécessairement un comeback, mais deuxième saison de, disons, deuxième carrière d'athlète. Ouais. Où est-ce que là, tu fais du gravel bike? Puis que là, fallait que tu apprennes à prendre du repos. Puis on parlait tantôt, pendant le sans filtre, de la vieille mentalité de comme tout le temps y aller. Toi, tu as vécu ça. Mm-hmm. Puis dans la période de temps entre ta première carrière puis ta nouvelle carrière maintenant, le sport a avancé vraiment beaucoup, là. Est-ce que tu l'as remarqué, toi, mettons, quand là, tu commences à réavoir des conversations sur l'entraînement, sur la physiologie, sur ces affaires-là, as-tu remarqué un gros shift? C'est énorme, oui. Il y a beaucoup plus de papiers scientifiques aussi. Ouais. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il commence à avoir un petit peu plus d'études sur les femmes. Mm-hmm. Parce que pendant longtemps, tu sais, les femmes ont été entraînées comme un gars, mais un gars qui pèse moins, puis qui a moins de capacité cardiovasculaire, tu sais, mais c'était basically la même chose. Ouais. Fait que là, c'est encore très, très petit, là, les études qu'on a sur le sport féminin, mais ils commencent à en avoir, puis tu sais, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on est différents. Puis, tu sais, moi, en disant ça, je me suis toujours entraînée comme un gars, là. Fait que, tu sais, maintenant à 41 ans, pas en petite madame encore, mais quasiment, tu sais, je trouve que si j'applique les trucs que j'apprends là-dedans, fuck, ça marche. Ouais. Tu sais, je suis là, waouh, c'est vrai, on n'est pas des gars. Il devrait avoir au moins certaines... La base, c'est la même, mais tu sais, il devrait avoir certaines affaires que c'est différent. Fait que oui, je trouve que ça l'a super évolué. Mais tu sais, en même temps, pour moi, j'étais un peu mêlée parce que je me dis, peut-être que l'entraînement que moi j'ai fait, ça n'avait pas rapport anyway. J'ai-tu eu un bon coach au point de vue physiologique ou pas? Tu sais, c'est sûr qu'il me faisait faire des entraînements clés que n'importe qui pourrait donner à un athlète. Là, quand tu connais le sport, tu connais le vélo, ben tu le sais qu'il faut que tu sois capable de répondre à attaques multiples. Il faut que tu sois capable de tenir un pace élevé pendant X temps. Tu sais, il faut que tu fasses un pace élevé puis que tu sois capable de sprinter à la fin. Tu sais, il y a plusieurs affaires que... C'est comme la base, c'est facile. Ouais. Moi, je donne tout le temps l'exemple qu'un cône avec un programme pourrait te donner, mettons. Exact. Un cône, puis moi, je prenais l'exemple du cône sur le bloc de départ. Là, un cône qui est juste là avec un chrono accroché autour pourrait être un bon coach en suivant grossièrement la méthodologie. Là. Exact. Fait que, tu sais, puis j'ai jamais posé de questions, puis je me suis jamais fait expliquer le pourquoi dans l'arrière de qu'est-ce que je faisais. Puis là, tu sais, j'étais avec un coach qui est tellement plus, OK, tu sais, là, on travaille ça, puis tu vas aller chercher ça avec ça. Puis quand j'ai des questions, j'y pose, il me dit, ben là, c'est sûr, blablabla. Tu sais, c'est beaucoup plus en détail. Puis je me dis, wow, oui, la science, elle a évolué. Puis c'est cool, là. Ouais. J'apprends. Je vais être un bon athlète par moi-même parce que je m'en vais chercher l'information. Ouais. Quelque chose que moi, j'ai vu juste de mon temps de natation à maintenant, à plus à la course à pied, c'est vraiment l'arrivée de l'importance de la basse intensité. Puis j'en parle vraiment beaucoup sur le podcast, puis je veux pas revenir nécessairement sur l'importance de la zone 1, mais dans l'épisode qui est sorti cette semaine, je sais pas si tu l'as écouté avec Charles Philibert Thibouteau, il pose la question, ou il émet l'hypothèse sur pourquoi est-ce que la zone 1 a été longuement oublié, puis t'es vraiment une bonne personne à qui en parler, parce que lui, ce qu'il soupçonne, c'est que l'EPO, qui venait créer la base aérobique, en fait, qui venait remplacer le travail en base aérobie, créait des athlètes vraiment performantes, que là, leur coach à l'international devenait des références par les performances de leurs athlètes, mais que leur programme d'entraînement était biaisé par le fait qu'ils n'avaient pas besoin, ou qu'ils remplaçaient le travail en aérobie. Qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse-là par rapport à pourquoi est-ce qu'on aurait mis de côté le travail aérobique? Ben, moi, je dois dire que même en ayant pris de l'EPO, je faisais beaucoup de zone
Ouais, hein? J'allais soit des journées monstres, là, intervalles hyper forts, sur des 6 heures avec différents tempos, ou tu sais, j'avais des journées aussi, supposons, là, je vais donner un exemple, le mercredi. Le mercredi matin, j'avais un entraînement contre la montre. Fait que c'était peut-être 8 fois 1 kilomètre à bloc avec 6 minutes de repos entre chaque. 6 à 8 minutes de repos entre chaque. Fait que je faisais ça, warm-up, cool-down. Après sur un bike contre la montre? Oui, sur mon vélo contre la montre, exactement, pour pratiquer, générer des watts à bloc. Dans cette position-là aussi, tu sais. Là, je faisais ça, j'arrivais à la maison, je mangeais quelque chose, je me changeais même pas, là. Je changeais de vélo, je prenais mon vélo de route, puis là, j'allais faire un entraînement plus en montée. Fait que c'était soit des longues montées où on se prenait des montées de 30 secondes que je faisais à répétition, en bas, en haut, sur différents braquets pour pratiquer le coup de pédale, mais tout le temps en bloc. Fait que, tu sais, ça, c'était ma grosse journée d'intervalle. Mais... Fait qu'un genre de... ce qu'on pourrait appeler peut-être... C'était de l'entraînement polarisé, c'est sûr, là. Ouais. Mais, tu sais, comme j'avais des journées aussi que c'était... Puis quand c'était facile, c'était super facile, là. Je roulais à 25 km/h, là. Des longues journées? Non, j'ai jamais fait de long tempo, des 150 km hyper easy, jamais. Mais j'ai fait des 80, tu sais, dans le temps, je marchais en kilomètres. Maintenant, je marche plus en temps. Mais tu sais, j'ai fait des 80 km super relax, là. Tu penses à ton coup de pédale, tu penses à d'autres affaires. Fait que ça, pour ça, moi, je suis super familière avec la zone 1. Ouais. Fait que t'en faisais quand même. Fait que oui. Ça a sa place, puis c'est hyper important. Ouais, il y a tellement de monde que leur zone 1 devient une zone 3 que là, t'as zéro... Ben là, ça dépend. T'sais, si t'es avec le format 5 zones, zone 1 à zone 5, la zone 3, c'est comme... Ça va absolument ça sert à rien, donner, Fait que, tu sais, ça se transforme là-dedans. Puis là, ils sont fatigués puis ils n'ont pas l'énergie non plus pour aller faire les grosses séances. Fait que là, je te dirais que moi, en ce moment, à cause de la discipline que j'ai choisie puis que je m'en vais pour des heures et des heures de plaisir, je suis beaucoup en zone 2. Fait que je suis fait encore une fois, la zone 2, là, je change de modèle. Mais sur un modèle de 5 ou de... Là, la zone 2, ça, je te parle, là, je suis sur mon modèle de 3. Parfait, là, c'est bon, je comprends. Fait que beaucoup de tempo, où est-ce que tu es capable d'avoir une conversation, mais tu travailles. C'est dur de parler. Je pourrais pas faire la même conversation avec toi, là, assis ici. Là, je suis capable de parler encore, mais tu travailles. Fait que ça, j'ai des séances de tout ça. Est-ce que tu te rends au point d'accumuler du lactique ou non? Non. OK. Non. Fait que tu restes en dessous de ton seuil anaérobique. Exact. En dessous du seuil anaérobique. Puis ça, c'est pour des heures et des heures de plaisir. Là. Fait que, tu sais, parce que moi, je m'en vais dans des événements qui sont plus que 8 heures. Ouais. Tu sais, l'année passée, j'ai une course qui m'a pris presque 10. Fait que tu veux être capable de soutenir un effort qui est pas hyper difficile, mais parce qu'à un moment donné, si tu es en zone 1, là, tu finiras jamais ta course. Là, tu vas la finir, mais... Ça va être long, là. Tu vas manquer le train. Là, Fait que je travaille sur ça. Je fais encore beaucoup de zone 1 pour ajouter du volume. Puis je travaille la PAM, le VO2 max. Je travaille le moteur beaucoup. Là. Fait que pendant l'hiver, j'ai moins joué sur le volume parce que mon but est au début du mois de septembre, qui est Badlands en Espagne, qui est une course de 800 km de gravel non-stop que je vais faire en équipe avec Lynn Bessette. Fait que, tu sais, mon objectif est loin. Fait qu'on a pris l'hiver pour travailler muscu, jambes, très sérieusement. J'ai toujours adoré la muscu. J'en ai toujours fait dans ma carrière. Fait que je suis retournée dans le gym. Dans ta carrière, tu faisais de la muscu aussi? Oui, je faisais de la muscu pour le haut du corps 2 fois par semaine. Fait que du chest-bras, des abdos, des chin-ups, tu sais, tout ça. Puis c'est quoi la réflexion derrière la muscu du haut du corps pour un cycliste? Ben, pour les hommes, je pense pas que non, mais là, je dis un cycliste, mais pour une cycliste... En fait, je trouve qu'il y a une différence entre les sexes ici. Okay. Parce que les hommes, vous allez avoir plus de masse musculaire naturellement, vous êtes plus fort du haut du corps naturellement. Puis ça a l'air... les gens pensent pas à ça souvent, mais tu sais, pour attaquer en vélo, là, si ton tronc est mou, puis si tes bras, c'est des spaghettis, t'as une perte de puissance. Fait qu'il faut que tu sois assez raide du haut du corps, il faut que tu sois assez fort du haut du corps pour être capable d'être stable et que toutes les watts que tu as passent ces pédales.
seront pas perdus sur ton guidon en train d'essayer de bouger ton bike, right? Ouais. Fait que, puis les femmes, on a naturellement moins de masse musculaire du haut du corps. Fait que je viens de l'école où est-ce que je pense que pour être un bon athlète dans n'importe quel sport, il faut que tu sois quand même capable de bencher quelque chose puis de faire des chin-ups, là. Fait que je faisais 2 jours de muscu de haut du corps puis je faisais 2 jours pour les jambes. Force max sur les jambes? Non, c'était beaucoup... écoute, j'avais différentes phases, bien sûr, mais je faisais beaucoup de 15 reps. Tu sais, là, 4, 5, 7 de 15 reps sur 3 ou 4 exercices différents. Puis après ça, ben ça changeait. Je faisais ça pour, je sais pas, 4 semaines, mettons. Puis après ça, je m'en allais plus dans du 6 à 8 reps hyper pesant. Tu sais, ça, je vais y donner là, à mon ancien entraîneur. La muscu, c'était quand même assez sacoche. Puis encore aujourd'hui, avec les études que je vois, que je lis par moi-même. Ça fait du sens. Maintenant, ce que tu lis maintenant, ça fait du sens que tu faisais dans le temps. Exact. Ouais. Puis donc, moi, je répète ça un petit peu en ce moment. Puis j'ai fait une très bonne hiver de muscu. Fait que cet hiver, vu que le volume était moins important, ou tu sais que mon but est beaucoup plus loin, on a travaillé beaucoup le moteur. Fait que tu sais, je m'entraîne pas beaucoup d'heures par semaine en ce moment. Je fais peut-être entre 9 et 12, je dirais. Quand même. Oui, c'est quand même... mais tu sais, encore une fois, j'ai encore mon vieux mindset. C'est ça l'affaire. Quand je m'entraînais 25 heures par semaine, je faisais 30 000 km par année, tu sais. Fait que là, je me dis, hey, Jen, tu fais 9 heures, t'es un loser, mais c'est pas ça pantoute. C'est plus qu'une heure et demie par jour. Là, ouais, si tu gardes une journée de repos. Là. Ouais, bon, c'est le lundi, mon jour off, mais... fait que c'est tout le temps du travail spécifique en qualité. Fait que les entraînements sont pas super longs. J'ai de la zone 1 là-dedans aussi, tu sais, mais les intervalles, là, des fois, ça picote. Pique, là, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis j'ai eu un super bon hiver, là. J'ai pas été fatiguée une seconde. J'ai pas tombé malade l'année passée non plus. Ben, c'est pas vrai, j'ai eu le strep throat, je sais pas où j'ai pogné ça, mais tu sais, comme en général, j'ai pas eu. Est-ce que tu fais quelque chose pour t'assurer de pas être malade, pas avoir de blessure? Puis est-ce que tu étais quelqu'un qui avait des tendances à être blessé ou à être malade? Ben, dans ma première carrière, j'ai fini 2 saisons dans ma vie. Ah ouais, hein? J'ai jamais fini la majorité de mes saisons. Fait que l'année que j'ai gagné le championnat du monde junior en 1999, je l'ai terminé. L'année d'après, 2000, j'étais complètement brûlée aux Olympiques. Ça faisait une éternité que j'étais brûlée. Puis après ça, j'ai eu une autre bonne année. Mais toutes les autres, 2002, 2004, 2005, j'étais tout le temps blessée, tout le temps épuisée au milieu de l'année. En juillet, j'en pouvais plus. On s'entend que t'es de bonne heure, là. Ben, c'est ça. Pour être pété en juillet. C'est ça, ma préparation. J'avais jamais de semaine de récupération. Tu sais, c'était tout le temps à bloc. Je me récupérais un petit peu avant les courses. Puis là, j'étais comme soulagée, là, que j'avais pas d'intervalle de longue distance. Tu sais, comme j'avais juste un jour off, j'étais soulagée, mais j'étais tout le temps épuisée. Fait que... mais là, oui, qu'est-ce que je fais? Je m'assure que je dors le plus que je peux et vraiment bien. Puis ça, pour moi, c'est plate, là, en ce moment, parce que je me lève à 5 heures pour le travail, pour le coaching. Puis si je veux mon sommeil correct que j'ai besoin, et je suis souvent dans mon lit à 7 heures le soir. Je vais lire. Ouais. J'adore la lecture. Là. Je lis au moins un livre par semaine, je pense. Dépendamment de la grosseur, des blocs de 1000, des briques de 1000 pages, là, ça me prend plus qu'une semaine, mais tu sais, je passe au travers de ça. Là. Fait que je lis, puis mes yeux ferment à 8h15. Je suis endormie. Hein? Fait que tu sais, c'est bien dur pour moi de sortir. Mais c'est toujours bien... C'est toujours bien 9 heures de sommeil par nuit. Tu dors pas 9 heures, là, tu sais, t'as des temps que t'es awake ou, tu sais, je vais m'endormir des fois à 9 heures ou ça dépend, tu sais, puis je me réveille pendant la nuit des fois aussi. Mais j'essaye de vraiment dormir le plus que je peux, surtout quand j'ai une grosse journée de coaching puis j'ai des intervalles et tout. Puis ma nutrition, quelque chose qu'avant, dans ma première carrière, tu sais, j'ai jamais vraiment... porter attention beaucoup là-dessus. Je savais qu'il fallait bien manger, mais tu sais, j'avais une maladie qui s'appelle l'anorexie de sport dans ce temps-là, parce que je pense que c'est parce que c'est la seule chose que je pouvais contrôler. Puis c'était qu'est-ce qui rentrait dans ma bouche, fait que je mangeais absolument rien, tu sais. Ouais. Fait que... Surtout puis là, on se recule de 20 ans, puis
dans le vélo, ça devait être, tu sais, chaque watt, chaque kilogramme est calculé, là, puis est important, puis ça a viré fou, même pour des gens qui n'ont pas... Qui n'avaient pas de problème de non, poids. C'est ça. Mais c'est encore là aujourd'hui. Je pense que chez les femmes, on comprend un petit peu plus que tous les corps peuvent bien performer. Tu n'as pas besoin de peser 100 livres pour avancer en bike. Il y a des filles à n'importe quel poids qui vont avancer comme des avions. Mais chez les hommes aussi souffrent beaucoup de ça. Écoute, tu regardes les gars sur le Tour de France, là, c'est des squelettes. Ils sont mini. Là, ouais. C'est mini. Fait que, tu sais, c'est encore présent, mais bref, là, la nutrition, surtout dans les épreuves d'endurance, je travaille maintenant avec Mélanie Olivier chez Vivaille Nutrition. Fait que je porte beaucoup plus attention là-dessus. Là, fait que... Sur la nutrition, à l'extérieur du sport, puis est-ce que tu portes plus attention sur la nutrition pendant les efforts? Les deux. Les deux? Je te dirais exactement, tu sais, quoi manger quand. Puis ça, c'est en compétition aussi, parce qu'une course de 8 heures, tu n'auras pas la même nutrition que si tu vas faire un time trial de 20 minutes ou que tu as une course sur route qui va durer 2h30. Tu peux manger beaucoup de choses différentes qui prennent un petit peu plus de temps à digérer parce que ton effort maximal n'est pas le même. Tu ne travailles pas au même pourcentage de ta fréquence cardiaque max. Fait que tu peux te permettre plus d'affaires. Puis là, je me dis, tu sais, moi, je suis végétarienne, pas. On est sur le point de la nutrition, mais tu sais. Mais en Espagne, là, dans mon 800 km, on n'a pas d'aide extérieure. Fait que je vais aller prendre ma bouffe dans les ravitaux, dans les magasins. Même pas, il n'y a même pas de ravitaux, c'est dans les magasins. OK, c'est vraiment, tu sors, tu prends de quoi. Oui, c'est ça, dans les restaurants, puis tout ça. Puis je me dis, là, Jen, cet été, il va falloir que tu commences à t'habituer à, tu sais, arrêter au dépanneur, puis regarder qu'est-ce qu'il y a, puis digérer qu'est-ce qu'il y a là, parce que là, je suis bien particulière avec mes affaires, tu sais. J'aime qu'est-ce que j'aime, puis ça marche. Mais là, je me dis, écoute... Tu peux pas trop traîner d'affaires avec toi. Ben non, je veux pas me ralourdir de 50 livres de X, parce que, anyway, mon gear va peser beaucoup. Puis là, je suis dans le milieu du désert, il y a un dépanneur, puis ils vendent des croquettes. Ben, les maudites croquettes, vont falloir que je les mange, tu sais. Ouais, ça, c'est cool. Moi, je serais dans un... Je serais dans un conflit interne, là. Oui, c'est ça. Fait que là, cet été, je vais essayer... Ça serait des jujubes, des bonbons. Ouais, là, moi aussi. J'irai pas manger du bœuf, là. Je mange du poisson, je mange des œufs. Produits laitiers, non. Mais tu sais, je dirais pas non à un bon morceau de bleu qui pue, là. Je vais le prendre une fois de temps en temps. Mais là, de manger du jambon, du prosciutto là-bas, t'espères ça marchera pas. Des genres de sandwich déjeuner avec œufs, là. Ouais, ça, t'espères qu'il y a ça. Exact, exact. Mais c'est juste pour te dire que ça joue dans ma tête. Là. Puis la nutrition sur le bike, j'ai jamais porté attention à ça non plus. Dans le temps, je me sentais coupable juste de manger une Cliff Bar dans ma course. Fait que là, je suis tout en train de réapprendre ça. Fait que c'est super intéressant. Puis il y a des affaires que c'est vrai que ça marche beaucoup mieux que d'autres. Ouais, ben ça, faut que tu l'apprennes. Là. T'es la meilleure personne pour tester tes affaires. Puis c'est ça, comme tu dis, d'arriver dans un contexte où est-ce que t'as pas le choix. Ça, c'est tough. Là. Moi, dans les courses d'ultra, des fois, t'arrives dans un ravito. Puis tu fais avec ce qu'il y a dans le ravito parce que c'est pas vrai que tu traînes tout le temps toutes tes affaires à toi avec toi. Là. Fait qu'il faut que tu habitues ton système digestif. Je reçois dans une couple de semaines une nutritionniste qui va parler justement de l'entraînement du système digestif pour comment faire justement pour essayer de t'entraîner à manger n'importe quoi dans le fond. Là, plus que t'entraîner à manger spécifiquement ce qui est bon pour toi parce que la seconde que tu te ramasses dans une situation où est-ce que tu n'y as pas accès, t'es un peu faite. Ouais. Mais ça dépend. Si j'étais retournée en course sur route, que tu as une voiture en arrière, que tu as des feed zones où est-ce que tu peux ramasser un sac et tout, là, tu peux vraiment devenir super sévère sur qu'est-ce que tu manges. Puis, tu sais, à X kilomètres, tu veux ton rice cake, tu veux ci, tu veux ça, parce que tu as le support. Mais dans des aventures dans lesquelles que je m'en vais, que tu n'as pas le droit de support extérieur, ou comme tu dis, tu sais, oui, il y a plein de courses que tu arrives dans un ravito, mais là, le ravito, tu as des chips, ils te donnent des shots de whisky, tu sais, c'est quand même des courses de gravel. Tu as de la bière, après ça, tu sais, là, tu fais quoi? C'est ça, faut que tu manges. Puis oui, tu es capable d'entraîner ton système à faire ça. Tu sais, il faut t'entraîner ton microbiote, en fait, à être capable de digérer ça dans les intestins. Tu sais. Ouais. Puis ça fait partie aussi, on dirait,
de l'espèce de... Tu sais, je pense que le gravel puis le ultra trail se ressemblent quand même sur plusieurs aspects. Puis autant que la course sur route puis le vélo sur route peuvent se ressembler sur plusieurs aspects. Tu sais, il y en a un qui est beaucoup plus calculé, beaucoup plus pace ou wattage, tu sais, pulsation, fréquence cardiaque, tu sais, les zones vraiment précises. Puis de l'autre côté, t'as quelque chose qui est un peu plus freestyle, accessible, moins de pression, puis plus un espèce d'esprit de communauté. Je sais pas si tu le vis comme ça, toi. Absolument. Absolument. Tu sais, tout va, de l'entraide. Puis oui, là, t'essayes de faire avec qu'est-ce qui se passe, puis il faut que tu t'ajustes. C'est tout le temps des shifts. Tu sais, puis moi, je trouve ça aussi difficile parce que je viens du milieu du vélo de route où est-ce que, oui, il fallait faire des pivots. J'haïs ça, ce mot-là, mais tu sais, il est utile, là. Il fallait que tu fasses certains pivots parce que des fois, ça marche pas tout le temps comme tu veux. Mais pas au niveau des courses que je fais en ce moment, là. Ouais. C'est tellement différent. Puis c'est ça qui m'attire aussi. Ouais. Tu sais, c'est d'avoir des ressources en dedans de moi puis de trouver des solutions. Je suis très solution-oriented dans la vie. Fait que là, je fais juste transposer ça sur le bike. Je trouve ça bien motivant. Ouais. Ça ressemble à quoi tes semaines d'entraînement maintenant? Là, tu dis que tu fais 10-12 heures, mais répartis comment? Puis quel pourcentage? En fait, probablement 100% du temps en hiver, mais est-ce que tu as ressorti ton bike dehors, là? Non, pas pas encore. J'y ai rentré environ en novembre. Ouais. Puis j'ai fait essentiellement des entraînements à l'intérieur sur Zwift. Puis j'ai toujours aimé ça, faire ça, là. Ben non, c'est pas vrai. Écoute, dans le temps, tu sais, quand t'avais un trainer puis tu regardais le mur, t'avais même pas de musique dans tes oreilles, tu sais, y'avait pas vraiment de Walkman, fallait t'écouter la radio, ça c'était plate, là. J'essayais de pas faire ça. Mais là, avec Zwift, c'est vraiment plaisant, là. Si tu peux écouter des films, tu peux faire ce que tu veux dans tes journées easy. Puis quand tu as des trucs de structuré, ben c'est directement devant toi. Mais l'hiver, je fais 3 entraînements à peu près par semaine chez Orange Theory. Alors, le studio que mon chum est propriétaire puis que moi, je coach là. Puis les entraînements au début... Ça, c'est juste pour expliquer le setup, là, c'est-tu un setup où est-ce que vraiment c'est comme immersif un peu en termes d'entraînement? Ça ressemble à quoi, le... Ben, c'est pas du tout relié avec le vélo. Tout le monde a un moniteur de fréquence cardiaque. Ouais. Et ils voient leur fréquence cardiaque live. On a des écrans. Dans le studio, on en a 4 écrans géants. En avant des vélos? Non, on n'a pas de vélo du tout. Il n'y a pas de vélo. Tapis roulants. Les tapis roulants, ils ont chacun leur iPad, que tu trouves ton nom, puis là, tu as ta fréquence cardiaque dessus. On travaille avec le modèle à 5 zones chez Orange Theory, sonde de fréquence cardiaque. Basée sur la fréquence cardiaque maximale, elle est basée sur Tanaka Formula. OK. Fait que, ça se trouve être quoi? Ah, ben là, c'est comme 207 moins ton âge fois point quelque chose. C'est une formule, c'est pas le 220 moins X. Là. C'est la formule qui est utilisée en science en ce moment. Mais tu sais, bon, cette formule-là, c'est sûr que ça prend à peu près 90% ou 80% de la population. Tu as quand même ta bell curve. Fait que tu as des gens qui sont en dehors des zones d'un 2 extrémités. Mais ça marche généralement bien. Fait que, Orange Theory, on a des intervalles sur le tapis roulant. On travaille en zone 3 et 4. Fait que, tu sais, on rend les gens super inconfortables, puis ils font de la récupération active. Et des marges de récupération entre les blocs. Puis à part de ça, on utilise le rameur, qui est super bon pour, tu sais, c'est low impact pour le corps au complet. Ouais. Puis de la musculation. On n'a pas de machine, on a des TRX, des poids libres, des bench, des petits bench Reebok. Puis, tu sais, comme, on a 3 formats, soit en force, en endurance, donc plus de répétitions, force, des poids un petit peu plus pesants, 6 à 8 reps, des inclinaisons sur le tapis, puis puissance. Fait que beaucoup de vitesse maximale sur les tapis roulants, de la pliométrie sur le plancher, tu sais, rameur, des courtes distances, des affaires de même. Fait que ça, moi, j'adore ça. Puis au début, c'est drôle quand mon chum, il me dit « Ah, tu sais, tu vas être coach en Orange Theory, les entraînements, tu vas voir, tu vas aimer ça. » Puis j'étais là, voyons donc, ça va être facile. Ouais. Hey, c'est dur, là. Ben, c'est sûr. Ça te donne un beating. Puis j'adore ça, la course. Tu sais, je cours quand même bien. Je suis pas une coureuse. Mais, tu sais, fait que je trouve que je suis capable d'aller chercher beaucoup d'intensité là-dedans, qui est pas sur le vélo, donc c'est rafraîchissant. Fait que l'hiver, je fais à peu près 2 à 3 séances par semaine à mon studio. J'ai off le lundi du bike, mais je fais une petite muscu pour le haut du corps puis abdos.
Le mardi, j'ai souvent des intervalles. Le mercredi, j'ai une séance pour les jambes, muscu pour les jambes avec une ride super easy. Le jeudi, d'habitude, c'est super easy. Le vendredi, j'ai des intervalles en bike. Le samedi, j'ai un autre muscu pour les jambes avec une ride d'intervalle. Là, je vais faire un double day qui est tough. Puis le dimanche, d'habitude, ça va être du long puis relax. Okay. Puis des fois, je vais rajouter une autre séance Orange Theory là-dedans, là. Fait que, tu sais, ça a été... Mais c'est quand même du stock, parce qu'en plus de ton programme de bike, tu rajoutes quand même 2-3 séances. Les séances Orange Theory, ils durent combien de temps? C'est 60 minutes, mais c'est quand même du stock, là. Rajouter ça par-dessus ton build. Il faut que je fasse attention. Ouais, c'est ça. Parce que souvent... Après ça, quand je décide, ça, je freestyle, là, je vais les rajouter parce que je me dis, ça me tente, l'entraînement est cool aujourd'hui. J'ai des amis qui vont faire le cours, des membres que je t'ai mis avec eux autres. Là, je suis là, si, je vais y aller. Mais là, le lendemain, là, quand je suis pas capable de faire mes intervalles, je suis là, fuck, Jen, fais juste écouter le coach. Ouais. Tu sais, j'en suis le plan, là, Parce que si le plan il est déjà design pour t'amener à la limite, parce que c'est un peu ça l'objectif, là, c'est tout le temps la balance entre l'adaptation puis la récupération. Tu sais. Fait que si le plan il t'amène juste à la limite, c'est sûr que si tu viens rajouter 2 à 3 fois 1 heure de course intense avec des TRX, des poids et des affaires de même, c'est du stock. Mais pendant l'hiver, il y en avait plusieurs de ces séances-là qui étaient inclus là, dans mon plan. Là. Ouais. Mais là, je te dirais en ce moment, c'est pour les 3 dernières semaines, j'ai fait un Orange Theory parce que là, c'était super heavy. Mon plan de vélo en intensité, puis je voulais être certaine de bien le faire. Fait que c'est ça. Fait que l'hiver, ça ressemble à ça. Puis là, l'été, c'est sûr que quand tu peux rouler dehors, c'est beaucoup plus facile d'ajouter du volume. Là. Fait que ça change l'été, mais l'intensité reste toujours. Ouais, ça reste tout le temps tough. Ça reste tout le temps tough parce que, tu sais, veux pas... Je pense que c'est plus facile d'aller longtemps, mais le moteur est dur à bâtir. Ouais, exact. Puis en vieillissant aussi... Qu'est-ce qu'on perd en premier? C'est la capacité de travailler à haute intensité. Ouais. Fait que, l'explosivité, la vitesse. Exactement. Puis, tu sais, même pour les gens qui n'ont pas de but athlétique compétitif, je pense que s'ils ont un truc à travailler plus souvent, c'est vraiment la haute intensité parce que c'est ça qui va... qui va garder le cœur jeune, c'est ça qui donne le plus de bénéfices. C'est pas, oui, aller marcher, c'est super cool, tu sais, et puis c'est super important, mais... L'entraînement de haute intensité, c'est de plus en plus important. Puis effectivement, comme tu mentionnes, on a reçu sur le Sans Filtre podcast Benoît Arsenault, qui est un chercheur pour la santé cardiovasculaire. Puis lui, ce qu'il mentionnait, c'est que le facteur le plus clair entre la longévité puis la santé, en fait, c'est le VO2. Fait que si ton VO2 max il est bon longtemps, il y a beaucoup moins de chances que tu sois atteint de maladie, quelle qu'elle soit. Là. Fait que c'est ce qu'il faut continuer à travailler en vieillissant, même si l'objectif c'est pas la performance là. Ouais, exact, puis tu sais veux pas, c'est ça qu'on fait à Orange Theory. Puis ça je trouve ça bon là, tu sais même si c'est une franchise puis oui tu sais je suis un petit peu biaisée parce que je travaille là, mais écoute, c'est important puis pour les gens qui ont pas beaucoup de temps puis qui veulent une multivitamine d'entraînement, mais tu sais assurez-vous d'avoir du travail de haute intensité. C'est ça, que ça soit pas juste tout le temps à moitié. T'sais. Ouais. Puis, mais ça peut être aussi ce qui est le plus compliqué à essayer d'inculquer aux gens. Tu sais, parce que moi, mettons, quand il y a des gens qui me posent des questions sur l'entraînement parce qu'ils me suivent puis ils savent que je fais du sport, tu sais, moi, ma recommandation, c'est commence par bouger, tu sais, c'est la base, là, parce que si tu dis à quelqu'un commence par aller faire une séance de CrossFit de 30 minutes où est-ce que tu vas avoir envie de vomir après, tu vas y aller une fois, tu y retourneras plus jamais, là, tu sais. Fait qu'il faut que tu aies une porte d'entrée qui est comme, hey, check, va jogger 30 minutes, easy, relax, pour que tu puisses parler à ton ami en même temps, tu sais, tu puisses parler au téléphone en même temps. Commence par ça. Mais après ça, aller travailler des séances de VO2 max intenses, c'est plus compliqué. Essayer que le monde tombe en amour avec ces séances-là, c'est plus complexe un peu. Là. Je pense que c'est Gamify Fitness. Puis, tu sais, d'assurer qu'ils sont dans un environnement qui est quand même le fun, avec la musique ou d'autres gens, ou tu sais, qu'on s'entraîne ensemble. Des cours de groupe, cours de spinning, cours de CrossFit aussi, en fait. Exact. Mais tu sais, de plus en plus que je vieillis, puis que j'y pense, je trouve qu'on est vraiment chanceux d'aimer ça, le sport. Ben oui. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui le font par obligation.
puis que c'est pas le fun une seconde. Là, mais c'est jamais le fun. C'est jamais le fun. Puis moi, je me dis, c'est facile pour moi d'aller m'entraîner. J'adore ça. Bouger, c'est la chose que j'aime le plus faire au monde. Fait que il faut pas prendre ça comme acquis. C'est vraiment quelque chose qu'on est chanceux d'aimer. Là, t'sais. Mais en même temps, puis je pose la question, est-ce que c'est parce que... tu sais, moi, je vais reculer. Il y a une affaire qui est s'entraîner à s'entraîner. Puis s'entraîner à s'entraîner, c'est sûr que quand nous, qu'on a fait du sport depuis qu'on est tout petit, de compétition, où est-ce que là, on s'entraîne à être capable de s'entraîner, à amener, ça devient plus... La question, c'est plus est-ce que je suis capable de m'entraîner? Puis ça, je pense que c'est une question qui bloque beaucoup de monde à y prendre plaisir. C'est quelqu'un qui se dit « Hey, là, je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de m'entraîner. » Tu sais, moi, mettons, aller faire 1 heure, c'est même plus une question dans ma tête que est-ce que je suis capable de faire ça. Fait que j'ai jamais l'appréhension de pas être capable de le faire. Fait que quand je me dis « Je vais aller faire 1 heure de sport », je fais juste dire « OK, lequel? C'est quoi ça me tente de faire? » Fait que là, j'ai comme plein d'opportunités, tandis que quelqu'un qui n'a pas la capacité à dire « Hey, je vais aller faire 1 heure de sport », que 1 heure de sport, ça semble être une montagne impossible à traverser, il y a beaucoup moins de chances que tu réussisses à trouver quelque chose que tu aimes faire, tu sais. C'est vrai. Fait que ça, j'ai l'impression, mais comme tu dis, ça revient un peu à la chance parce qu'on a été lancé là-dedans quand on était petit puis on est comme tombé dans le sport, là, tu sais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça trop gros, peut-être. Oui, puis c'est ça. Il faut passer au travers des premiers inconforts, mais tu sais, en même temps, on en parlait un peu tantôt. La vie, écoute, moi, chapeau à tout le monde qui trouve le temps, qui ont des enfants, un job, qui font le taxi puis qui trouvent le temps de s'entraîner. Là. Écoute, des fois, tu sais, moi, j'ai pas d'enfants. J'habite à 10 minutes en voiture du studio. J'ai pas de commute à faire. J'adore m'entraîner. Puis des fois, je suis même pas capable de gérer ma vie. Tu sais, là. Ça, je comprends. Là, je vois des gens, écoute, qui jouent à Tetris puis qui mettent tous les morceaux en place puis qui viennent s'entraîner. Puis je me dis, waouh! C'est écœurant. Moi, je serais pas capable de faire ça. Ouais. Tu sais, là, c'est super impressionnant. Mais c'est dur de passer au travers des premiers petits inconforts quand on commence quelque chose de nouveau aussi, tu sais. Fait que, je sais pas, peut-être commencer avec 10 minutes de quelque chose à la fois, une couple de fois dans ta journée. Exact. Mais de détruire la montagne en escalier, mettons. Ouais. Mais tu dis que tu serais pas capable de faire ça, mais je pense que toi puis moi, on a peut-être la même maladie qui est de... Tu sais, moi, je sais que je serai jamais élite en course à pied, sauf que je vais m'entraîner comme si je le suis. Là. Tu sais, je vais m'entraîner comme si je le suis, puis je vais m'entraîner pour aller au plein potentiel de mes capacités à moi, sachant qu'ils sont pas celles d'Eliud Kipchoge. Je ferai jamais 2h04 au marathon ou whatever, tu sais. Mais j'organise ma vie pour être capable de m'entraîner 15 heures en montant dans ma semaine, tu sais. Fait que je pense que si on voulait juste faire du sport pour être en santé, on pourrait en faire pas mal moins que ça puis organiser notre vie autrement. Ouais, on se trouverait du temps, c'est ça. Ouais, moi, je dois dire que des fois, je me trouve un petit peu selfish de tout ça, mais c'est ma priorité. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis que ce soit ta priorité, je veux dire, t'es pas obligé de vouloir gagner une médaille d'or olympique pour que ce soit ta priorité. Non, exact. Ça peut être ta priorité pour ton propre bien-être, je pense. Oui. Puis je pense même que c'est important d'être capable de le mentionner comme tu viens de le faire là. De dire, hey, le sport, c'est ma priorité. Puis tout le monde qui arrive dans ma vie, même si je suis pas un athlète professionnel, même si je gagne pas ma vie avec ça, ben ça demeure une priorité au même titre que quelqu'un peut avoir son équipe de fantasy football qui reste sa priorité. Ou un autre loisir, là, parce que on est dans la catégorie des loisirs aussi un peu, toi puis moi. Là. Mais oui, en tout cas, le sport. Avec le vélo, c'est quand même vraiment chiffré. Les performances sont facilement chiffrables. Est-ce que tu es capable de pas te comparer à toi, v'là 20 ans? Moi, il y a une chose qui me sauve, c'est que je m'étais jamais entraînée avec un capteur de puissance. Pas de wattage? Zéro wattage. Donc, j'ai toujours eu un moniteur de fréquence cardiaque. Mais tu sais, ça, ta fréquence cardiaque max, ça change avec l'âge.
Fait que, puis elle a jamais été extrêmement haute non plus, la mienne. Là, à 18 ans, mon max, c'était peut-être 185. Ah ouais, hein? 188. Là, mon max, c'est 170, 172 en course à pied quand je finis un 5 kilos, quelque chose, que j'ai vraiment poussé. Fait que j'ai pas cette comparaison-là, mais j'ai des comparaisons dans le nombre d'heures par semaine ou, tu sais, de nombre d'intervalles que je pouvais faire, de la fréquence, de l'intensité à laquelle je pouvais m'entraîner. Mais, puis je tombe encore dans la trappe de penser à ça, mais tu sais, quand j'en parle avec mon chum est comme, Jen, tu peux pas comparer à ça non plus, puis il a absolument raison. Tu sais, il est bon pour me remettre dans le mindset, genre, 1, tu prenais de l'EPO, 2, t'avais 20 ans, puis t'étais avec un fou comme coach, fait il n'y en a pas de comparaison. Non, c'est pas la même chose. Essaye pas d'aller faire les mêmes entraînements que tu faisais dans ce temps-là, parce que, oublie ça, tu sais, ça marche pas. Ouais. Fait que quand je pense à ça, tu sais, ça me remet un peu les pieds sur terre, puis j'essaie de me comparer à où est-ce que j'étais il y a 5 ans. Ben 5 ans, je buvais du vin, puis je m'entraînais pas une seconde, là, tu sais. C'est à ça, il faut que je pense. Tu peux te comparer à ça aussi, tu sais. Non, exact. J'ai pas obligé de me comparer à quand j'étais allée aux Jeux olympiques. Je peux me comparer même à l'année passée, où est-ce que c'était ma première année d'entraînement en 15 ans. Puis là, où est-ce que je suis rendue, tu sais, je me sens vraiment mieux, là. Mais ça, c'est toujours difficile, je dois dire. Mais j'apprends, puis cette année, je suis vraiment meilleure à faire ça. Là, j'apprends des fois à laisser les chiffres de côté. Ça veut pas dire que... Tu sais, des bons entraînements vont être créés pour que tu réussisses pas toutes. À un moment donné, tu vas les planter, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu laisses tomber ton entraînement au complet. C'est pas parce que t'es pas capable de faire ta zone, t'es 3 ou 5 watts en dessous de ta zone que t'es une pioche, là, que tu vaux de la merde. Fait que, tu sais, quand je me rends compte que je suis une journée où est-ce que, bon, je sais pas moi, j'ai 3 ou 4 sets de 8 fois une minute avec une minute de repos dans une certaine zone. Là, les 2 premières sets, ça va, là, tu sais, mais je suis comme ici, là. Je suis dans le rouge déjà. Le 3e set, j'étais un peu en bas, mais j'ai encore du jus. Tu sais, je suis capable de faire un effort. Je suis pas en train de me creuser un trou. Mais souvent, je me dis, OK, focus sur tenir une cadence. Tu veux tenir 95 de cadence. Si t'es 5 watts en dessous de la zone, là, ben fuck off, man. Ton cœur, je veux dire, tu l'as, l'entraînement. T'es en train de travailler comme du monde quand même. Exact. Tu fais un bon effort en ce moment. Tu fais un bon effort quand même. C'est pas parce que t'es pas été dans ta zone que tu feras jamais rien dans la vie. Mais avant, là, je dis souvent avant parce que c'est comme ça que j'ai été entraînée, mais genre, si c'était pas correct, si j'étais pas dans les zones, j'avais pas de zone, mais tu sais, on prenait souvent un segment, puis il fallait que j'aille toujours de plus en plus vite. Mais là, si mon dernier était pas le plus rapide, parce que je m'étais donné au complet, puis j'avais plus de jus. C'est le pire de ça. Il fallait que je le refasse. Je le refaisais. Fait que j'étais encore un peu dans cette panique-là. L'année passée, j'étais pognée là-dedans. Là. Quand j'étais pas dans la zone, là, je paniquais, puis je voulais pas le faire. Même l'année passée, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'sais, on dirait que l'année passée, vu que c'était ma première année d'entraînement, même si ça faisait 15 ans... T'étais encore sur des vieux patterns. Là. J'étais encore sur des vieux patterns parce que mes derniers souvenirs de ça, même si j'ai vécu ma vie pendant 15 ans sans sport, ben mon premier souvenir, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment comme fucking tannant l'année passée d'être là-dedans. Mais on verra, là ça va mieux, tu sais. Je te dis pas que c'est fini, là, que j'en ai plus du tout. Mais je fais tous mes entraînements, puis, tu sais, je sors de mon entraînement, même si j'étais en dessous de la zone, fière. Puis ça, je trouve ça comme tellement empowering, là. C'est rafraîchissant. Wow, c'est écœurant, tu sais. Ouais, puis c'est qu'après ça, tout autour de ton sport est mieux, là, tu sais. Sortir d'un entraînement puis être en tabarnak de ta propre performance, je l'ai fait dans ma vie, puis tout est de la merde autour, là, tu sais, genre, il y a rien qui va être le fun, là, tu sais, que ce soit avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis, ta blonde, ton chum, il y a rien qui va bien aller, ta job, ça va chier à cause de ça, tu sais, puis d'enlever ce facteur-là, c'est quand même bon, surtout quand t'as fait de l'entraînement quand même, là, tu sais. Puis pour des crinqués, puis les gens qui écoutent le podcast, c'est en grande majorité des crinqués, là, tu sais, les autres doivent expérimenter ça aussi, là, un entraînement qui va mal.
on dirait que c'est la fin du monde, tu sais. Ben, et quand tu relativises, puis tu le fais, puis tu le finis, tu fais, hey, non, c'était un bon effort. Ouais, c'est ça. Puis, That's tu sais, ça va m'arriver encore, là, d'être vraiment comme, oh my God, je suis une vraie merde, là. Mhm. Je suis poche, je ferai jamais rien de ma vie, tu sais. Ça va nous arriver, on n'est pas tout le temps, mais beaucoup moins qu'avant. Puis, j'essaie de me rappeler aussi souvent, genre, c'est juste du sport. Ben oui, c'est ça. On n'est pas en train de trouver un médicament pour le sida. On traite pas le cancer. Tu sais, je veux dire, on n'est pas des brain surgeons. On change pas des vies. Oui, c'est important, puis c'est super important de mettre tous nos efforts là-dedans, mais c'est juste du sport. Ouais, vraiment. Vraiment. C'est important de se le rappeler, ça. Ben moi, dans plusieurs situations, ça m'a comme... Je veux pas dire sauver ma vie, là, mais tu sais, ça m'a remis tout ça en perspective. Puis j'étais là, OK... Ça va. Est-ce que tu étais capable de te dire ça avant? Avant, non. Pas du tout. Quand tu étais dedans, tu n'étais pas capable de relativiser en disant hey, c'est juste du sport. Ben non, parce que le sport, c'était ma vie. C'était tout. Tu sais, j'avais pas d'éducation. J'avais un secondaire 5. Je savais pas comment prendre soin de moi. J'avais quelqu'un qui prenait toutes mes décisions. Puis, that's it. Tu sais, j'avais pas de liberté. Mm-hmm. Donc, toute ma confiance en moi, mon self-esteem, mon amour pour moi-même passait par la performance. Fait que quand la performance était mauvaise, j'étais mauvaise. Ouais. Puis, tu sais, quand tu vis dans une relation toxique, puis tu te fais rappeler souvent que, tu sais, sans moi, t'es rien. Ouais. Tu sais, t'es une merde. Tu viens à le croire. Fait que la seule chose auquel que tu t'accroches, c'est aller vite en bicycle. Mais là, quand t'es plus vite en bike ou t'as une mauvaise journée, tu sais, t'es là, oh my God, c'est la fin du monde. Fait que je l'avais pas, cette distance-là. Ouais. Fait que là, maintenant, avec une vie beaucoup plus équilibrée, tu sais, même si je porte encore beaucoup d'énergie puis de prioriser mon entraînement, ben j'ai quand même un travail, puis... Les gens au travail, ils s'en fichent là, que je fasse mes intervalles ou pas. Eux autres veulent avoir un bon cours puis ils veulent me dire qu'est-ce qui s'est passé avec leurs enfants, tu sais. Ouais. Fait que j'aime beaucoup plus ça qu'avant, là. Je trouve que c'est plus soutenable comme mode de vie, peut-être. Ouais, exact. Puis même plus durable. Exact. Pour continuer dans ce sujet-là, je trouve ça vraiment exceptionnel maintenant. Tu sais, il y a plusieurs athlètes. Puis oui, il faut pas tout croire qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout, mais tu sais, j'ai assez d'amis dans le sport. Puis je trouve que les athlètes qui ont du fun, puis tu sais, qui ont quand même une vie équilibrée, puis qui voient du monde, puis qui prennent des petites vacances, puis... Hey, je trouve ça superbe. Ouais. Tu sais, là, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais vécu. Ben là, que je le vis à 40 ans, là, mais tu sais, je me dis, quelle chance que ces gens-là ont. Ouais, vraiment. Puis, il y a une espèce de shift dans... Tu sais, il y a eu vraiment une démocratisation des discussions autour de la santé mentale des athlètes dernièrement. Oui. Vraiment dans les dernières années, là. Puis de prendre des pauses, de prendre des breaks. Tu sais, moi, l'exemple que j'ai, c'est... voyons. Caleb Dressel, un nageur qui était pressenti un petit peu pour devenir le successeur de Michael Phelps, là, plus dans le sprint, mais qui était vraiment incroyablement talentueux, puis qui a fait des performances incroyables aux Olympiques à Tokyo, entre autres. Ça a été vraiment le meilleur nageur américain, mais il était encore jeune, puis son plein potentiel, selon les courbes habituelles des nageurs hommes, était à venir. T'sais. Puis là, il a comme pris une pause, puis il a comme parlé de ça. Il a dit hey, si vous avez besoin de prendre une pause, prenez une pause. Puis là, il va revenir tranquillement à la compétition. Mais ça n'arrivait pas avant. Puis là, je pense qu'on va avoir une preuve de concept, de voir est-ce que ça peut marcher. Est-ce qu'on peut atteindre des aussi hauts niveaux avec cette espèce de nouvelle vague-là? Ou est-ce que pour la santé mentale des athlètes, on va, j'imagine, l'humanité collectivement sacrifier un niveau à atteindre? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ou est-ce que, parce qu'en natation, arrêté pendant 1 an, c'est dur revenir là. C'est dur revenir là. La fameuse histoire de Michael Phelps, moi je parle beaucoup de natation parce que c'est ce que je connais, mais qui aurait nagé pendant 8 ans,
à tous les jours de l'année de 2004, en fait de 2000 à 2008, qui a nagé 365 jours, 8 ans d'affilée, puis qui finalement a fait la performance olympique la plus grande de tous les temps avec 8 médailles d'or à Beijing. Il y a ça, puis après ça, il y a toute l'histoire après que là, il était en dépression, il a eu de la misère à revenir, sauf qu'en même temps, est-ce que s'il avait arrêté un an dans ce 8 ans-là, il aurait atteint ce niveau-là, tu sais? Il y a toute cette question-là aussi qu'on ne sait pas encore parce qu'on vient d'en parler, on vient d'ouvrir le dialogue, puis on n'est pas encore rendu à voir le fruit de ces décisions-là. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. J'ai même pas de questions, c'est juste je te lance cette réflexion-là. Écoute, c'est tellement une bonne réflexion, un bon sujet. Ça va prendre du temps avant qu'on voit, là, tu sais. Mais on le voit un petit peu en vélo chez les femmes parce que là, ils ont des meilleures conditions dans le peloton pro. Fait qu'il y a plusieurs femmes qui gagnent les Coupes du Monde, qui performent au championnat du monde, mais qui décident d'avoir des enfants. Et que là, ils arrêtent. Puis ils reviennent à la compétition, puis c'est sûr que bon, ça prend un certain temps. Ça va prendre un an peut-être, mais ils gagnent après. Ils sont capables de revenir à un niveau excellent, la même affaire. Fait qu'on commence à le voir un petit peu là-dedans. Mais dans le long terme, là, je pense que c'est avec les nouveaux athlètes de cette génération-là qu'il y a, qu'eux vont être beaucoup plus confortables à parler de leur santé mentale et à exprimer quand ils ont besoin d'un repos et qui vont avoir aussi l'aide pour revenir à leur niveau et tout. Puis c'est avec ça. Donc, la racine de ça, là, la base, ça va être d'avoir assez de courage pour dire « j'ai besoin d'une pause ». C'est ça. Et ça nous prend des têtes d'affiche comme Michael Phelps, comme Naomi Osaka au tennis. Simone Biles qui disent là, fuck, OK, j'ai besoin d'un break. Puis c'est avec de plus en plus, ça va faire boule de neige, puis après ça, tu sais, comme ça va shifter. Mais moi, j'ai aucun doute que, écoute, la machine, c'est la même, hein, comme tu as dit tantôt, la machine, c'est la même. C'est pas après une certaine pause que tu peux pas retourner à ton niveau. Ça va prendre une période de retour, c'est sûr, sauf que effectivement, tu gardes la machine. Oui. Puis, tu sais, un autre point là-dedans aussi, c'est qu'on a encore l'automatisme d'égaler une victoire à « tout va bien ». Parce que gagner, c'est le fun. Fait que ça veut dire que la vie de la personne va super bien. Mais c'est pas ça. Ça pourrait pas être plus loin de la vérité. C'est ça. Tu sais, donc, je pense que quand de moins en moins collectivement, comme une société, on va arrêter de dire, OK, médaille d'or au podium ou top 5 means vie parfaite. Ça aussi, ça va commencer à shifter, puis le chiffre va se faire un petit peu plus rapidement. Moi, en tout cas, là, je diverge un peu, mais tu sais, une affaire que mon psy m'a dit, qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il disait, tu sais, 80% à l'école, dans un examen super compliqué à l'université, c'est bon. C'est excellent. T'es excellent, là. T'as pas besoin d'avoir 99 pour que les gens pensent que t'es intelligent. Mais une faille qu'on a dans le sport, c'est qu'on pense juste que 1, 2, 3, c'est bon. Puis que tout le restant... c'est un grave problème collectivement qu'on a. Là. Les 100 premiers, ils sont bons, là. N'importe qui se rend jusqu'à être dans ta télé... N'importe qui se rend jusqu'à être dans une compétition à ta télé, ils sont incroyables. Tu sais, ou que tu fais du sport au niveau mondial et tout ça, t'es excellent. Fait que j'espère, moi, avec qu'est-ce que j'ai vécu, puis tu sais, la glorification, puis qu'en arrière, ça allait vraiment pas bien, j'espère qu'éventuellement, qu'on voit un shift en société où est-ce qu'on se dit, il y a pas juste les 3 premiers, c'est pas juste le top 5, ils sont tous bons, OK? Il y a des affaires externes qui arrivent. Mais ça, je veux dire, le podium, il pourrait être 20 places de large ou 30 places de large, puis toutes ces personnes-là pourraient gagner une course. Ouais, vraiment. Tu sais? Fait qu'on est comme pognés sur la médaille d'or, argent puis bronze, mais c'est beaucoup plus large que ça. T'sais. Ouais, vraiment, je suis d'accord avec ça, à 100%. Moi, j'ai le nombre de fois où est-ce que j'ai des amis à moi qui faisaient des finales aux Olympiques puis qui avaient aucune couverture médiatique puis que là, soudainement, ils gagnaient une médaille de bronze sur un relais quelconque. Puis là, c'était comme médaille de bronze alors que sa performance individuelle était tellement plus impressionnante. Puis genre, on n'en parle pas du tout, là, tu sais. La première fois que ça m'a comme frappé, c'était justement aux Olympiques à Sydney. Puis c'était Ian Thorpe, dans le temps, le grand nageur australien.
Puis il y avait déjà une médaille d'or dans les Jeux. Puis c'était le soir, j'écoutais la TV, il nageait. Il était arrivé 2e en arrière de un Américain, Gary Hall, ça se peut-tu? Ouais, au 100 mètres. Au 100 mètres. Ouais. Puis le commentateur à la télé avait dit « What a shame! » Ouais. He finished second en voulant dire genre « Oh my God, c'est une honte, ce gars-là, fou, là. d'avoir eu la médaille. » Puis j'étais dans ma chaise, puis j'étais là « Écoute, c'est ça les Olympiques? Ouais. C'est comme ça qu'une médaille d'argent, et quand t'es le favori, qu'elle elle est perçue. Hey, fuck, ça m'a fait décrocher des Jeux Olympiques, là. Ouais. Au max, Puis en plus, quand tu connais l'histoire, mettons, plus largement, là, l'histoire de Jan Thorpe aux Olympiques de Sydney, c'est que c'était... Il est sorti après pour parler de problèmes de santé mentale, justement, liés à ça, parce que c'était comme le sport national en Australie, un Australien dans son pays, pressenti pour tout gagner. Il gagne le 200, le 400 dans les records du monde. Il arrive 2e au 100 mètres. C'est juste, c'est là ça l'histoire. Ouais. Genre. Ouais. En tout cas, c'était fou. Ouais. Juste avant qu'on termine, par pure curiosité, parce que là, le Epica Podcast, c'est un podcast, on geek, puis on parle de performance, puis d'optimisation, mais là, c'est par pure curiosité. Qu'est-ce que ça fait, le PO? Mais je sais qu'est-ce que ça fait physiologiquement, mais qu'est-ce que ça te permettait de faire que tu faisais pas avant? Rien? Rien. Tu te sens pas mieux. Écoute, c'est sûr que oui, physiologiquement, t'as plus d'oxygène dans ton sang, donc plus d'oxygène dans ton sang, tu vas récupérer plus vite. Ouais. Veux pas. Pour le même wattage, supposons pour la même force externe. Le même output, ton 300 watts, ben si t'étais à 180 de pulse, là, tu vas peut-être être à 175, 170. Fait que ça te donne un pourcentage. 10-15, 5-10. Là. Ouais, je sais pas en pourcentage. Okay. Je sors des nombres de ma tête qui n'ont pas rapport, mais tu sais, ça va te donner un petit coussin de plus. Mais à part de ça... Est-ce que c'était plus, mettons, utile pour l'entraînement que pour la compétition? C'était-tu plus une espèce d'outil de comme, hey, là, on va aller se déchausser pendant 2 semaines en entraînement là-dessus pour en bénéficier après? Ou c'était aussi pendant les courses, ça devenait vraiment pertinent? Écoute, moi, de la façon que je l'ai faite, j'ai pas été suivie en médecine. Là. C'était le coach qui décidait quand et quoi prendre, qui est complètement dangereux. On s'entend que c'est loin d'un plan machiavélique pour ramener des médailles au pays. Là. En tout cas. Mais je te dirais que de ce que je connais du dopage, c'est vraiment plus pour l'entraînement parce que c'est là que tu as tous les bénéfices. Puis si tu peux t'entraîner mieux puis récupérer mieux, t'entraîner plus, ben le moteur devient plus fort. Puis en compétition, ben anyway, tu sais, t'as déjà tes bénéfices. Ouais. Mais un facteur que les gens, ou tu sais, qui n'est pas parlé souvent, c'est que ça, c'est comme si tu te mets tout le temps de la crème ou tu te mets tout le temps du Lipsil quand tes lèvres sont pas gercées. Ben, à un moment donné, ta peau, elle n'en produit plus. Ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien, tu sais. Mais le PO, qu'est-ce que ça fait? Ça stimule ta moelle épinière pour faire plus de globules rouges, mais c'est aussi très, très lourd sur les reins. Fait que quand tu arrêtes ça, ton corps, il sait plus comment produire de l'EPO naturellement et des nouvelles cellules. Fait que t'es une période de temps où est-ce que là, t'as juste des vieilles cellules, puis tu sais, là, écoute, je sais pas en combien de jours ça se régénère des cellules, mais c'est rapide, là. Ouais. Fait que tu sais, quand j'ai arrêté d'en prendre, j'étais verte pendant des mois, là, tu sais. Je savais même pas si mon corps allait réapprendre à redevenir normal. Redevenir normal, tu sais. Fait que j'imagine que pour ceux qui utilisent ça à l'entraînement, puis qu'après ça, ils se disent « OK, je vais prendre une pause, puis je vais aller faire ma compétition », c'est sûr que tu as une baisse à un moment donné parce que là, ton corps produit plus de nouvelles cellules. Il sait pas comment faire parce que c'est tout le temps externe. Puis tu performeras pas au mieux que tu peux, là. Tu sais, mais je suis gênée de dire qu'après tant d'années à avoir pris ça, je connais absolument rien. Ah ouais, hein? Puis c'est pas quelque chose que je vais aller faire de la recherche dessus maintenant parce que je suis comme traumatisée de ça un peu aussi. Ouais. Mais tu sais, moi, je me souviens, j'étais tout le temps fatiguée, mais ça,
c'est parce que je mangeais pas, puis à cause du stress que j'avais dans ma vie. Plurifactoriel. Puis, tout était factoriel. Fait que les souvenirs que j'ai de ces années-là, c'est que j'étais épuisée, physiquement mal. J'avais tout le temps mal partout. Et écoute, des fois, je me disais, je comprenais pas comment que ma mère pouvait vivre sa vie, aller travailler, puis après ça, aller faire son bike. J'étais là, asti, où est-ce qu'elle trouve l'énergie pour faire tout ça? Moi, tu me mettais sur mon bike, puis j'étais capable d'avancer, mais là, c'est sûr que j'avais l'aspect, comme on a parlé dans le sans-filtre, allez écouter le sans-filtre, les gens, vous allez comprendre. Mais tu sais, j'avançais vite sur mon bike, mais à part de ça, le restant de ma vie, j'étais sur le divan, là, j'étais morte de fatigue, là, j'avais de la misère à me traîner. Fait que, mais j'imagine que, tu sais, bien utilisé, c'est sûr qu'avec la bonne nutrition et tout ça, c'est génial, mais... Génial. Ouais, mais non, mais ça a des gros effets positifs. Ça a des gros effets. Fait que c'est ça, ça travaille sur ta moelle épinière puis sur tes reins pour produire des nouvelles cellules. Puis, je pense souvent aussi, tu sais, il n'y a pas d'études à long terme qui étaient faites là-dessus. Ben, ça, c'est sûr. Fait que, est-ce que dans une couple d'années, je vais avoir une maladie? Ben, en tout cas, on va avoir les études à long terme prochainement. Là. Ça va, tu sais, dans les prochaines années. Parce que dans la génération qu'il y en a eu beaucoup, là, ouais. Chez les hommes aussi, mais c'est hyper épeurant. Oui, on va le savoir éventuellement. On souhaite que non. Fait que, non, c'est ça, on souhaite que non, là, mais... Ça me fait rire ce que tu disais que quand j'étais sur mon bike, j'étais bonne, mais après ça, je faisais rien. Moi, quand je nageais, puis on était coaché old school aussi, là, cégep université, c'était quand même beaucoup de kilomètres, puis tout le temps à bloc, puis un petit peu d'amertume par rapport à cette période-là, maintenant que je sais qu'est-ce que je sais maintenant. Mais des fois, j'étais chez ma mère, puis mettons, j'étais chez mes parents, puis ma mère devait rentrer quelque chose où on devait déménager dans un frigo ou de quoi, peu importe c'était quelle tâche physique, puis moi je peux pas, je suis pété, genre je suis pété tout le temps, j'étais tout le temps pété, j'étais pas capable de rien faire, j'étais pas capable de déménager des amis, j'étais pas capable d'aller aider pour bûcher, j'étais tout le temps pété. Ma mère elle se fâchait, elle était là, je peux pas croire que genre qu'on paye pour des athlètes puis on vous nourrit, puis on mangeait dans ce temps-là là, en innocent, puis elle le disait en blague, là, mais pour que vous soyez même pas capable de venir m'aider à sortir rentrer les sacs d'épicerie, c'est comme... ça. Je sais. Mais tu sais, écoute, ça va faire vraiment cucu dire ça, mais ça, j'en fais-en pas de la dope. Ben non. Ça sert à rien. Ça sert à rien, puis tu deviens tellement parano avec ça. C'est comme ridicule, là. C'est juste du sport. On peut avoir du fun, on peut avoir des bonnes performances avec ça. Moi, je l'ai vécu malgré moi. Dit comme ça, c'est tellement simple ce que tu viens de dire. C'est sûr que c'est pas simple. Non, mais dans le sens, le raisonnement est tellement simple. C'est comme, hey, c'est du sport, c'est le fun. Comme, c'est juste ça. Ouais, mais tu sais, moi, je l'ai vécu malgré moi là-dedans. Puis, en tout cas, je comprends. Ça sert à rien, puis je sais, mais mes victoires, c'est moi qui les ai gagnées. Tu sais, je pense pas que je les ai gagnées à cause de ça. Parce que je sais comment j'ai souffert physiquement et tout ça. Ouais, puis je veux dire, tu donnes... mais tu donnes de la dope à un pas bon, puis il sera pas un bon, là. Ouais, non, c'est ça. Tu feras pas un cheval de course avec une mule, mais c'est pas de mes victoires que je me souviens. Tu sais, oui, c'est le fun, mais c'est d'autres choses. C'est des expériences, c'est de la vie, c'est des amitiés, c'est des voyages, tu sais, c'est plus ça, mais en tout cas. Fait que non, pour répondre à ta question, tu te sens pas différent. Non. T'es pas high, t'es pas magiquement plus fort. Tu souffres pour les mêmes watts. Tu continues à travailler pour la même affaire. Exact. C'est tout pareil, sauf que t'es une couple de pourcents de plus. Tu sais, puis on parle pas beaucoup de pourcents. Je suis pas plus intelligente que 5 minutes, mais tu sais, comme 45 puis 46% dans ton sang, c'est pas une grosse différence. Non, là, c'est ça, fait que je sais pas en combien de plus que ça peut représenter pour une performance, mais en tout cas, quelle histoire. Quelle histoire qu'est ma vie. Ouais. Qu'est-ce que... c'est quoi ton calendrier de course, puis les gens peuvent te suivre où? Je fais toute ma saison avec Lynn. On commence à Rasputitsa, qui est un 100 km dans le Vermont, à Burke. Ça, c'est le 29 avril.
Ensuite, on s'en va faire un GBC 500 avec les gars de l'Endurance Aventure. On s'en va tester un parcours en France. Ça, je suis même pas sûre si j'ai le droit de le dire, mais je pense que oui. Okay. Fait que ça, c'est pas une course, là. Okay. Ça va être quelque chose, une aventure de cool. Ensuite, on va faire la Buckland en Beauce. Ça, c'est au mois de juillet. On va avoir probablement aussi quelques petites courses là, dans ce temps-là. Puis finalement, notre grande course, ça va être... On va être au défi Pierre-Lavoie aussi. Ah ouais, cool. Dans une équipe d'encadreurs féminine à 100%. Très cool. On va faire 1000 km sur les routes du Québec. Ce qui n'est pas une compétition non plus, mais tu sais, on va être là, exact. Ouais. Puis on a notre Badlands, là, notre ultra de 800 km avec, comme je pense, c'est 17 000 mètres de vert. Dans le sud de l'Espagne. Ça commence le 3 septembre. Ça va être hot, ça. Les gros, c'est ça. On va avoir des petits événements aussi par-ci par-là, mais... Ouais. Puis où est-ce qu'on te suit pour les gens qui écoutent? Instagram, Jen Janson. Ouais. Je suis beaucoup plus active sur Instagram, mais j'ai Facebook aussi, Geneviève Janson, avec ma face. Cool. Une photo. Vous pouvez pas... non, vous allez le voir. Vous pouvez pas la manquer, ouais, exact. Merci beaucoup de ton temps. Ça fait plaisir. Yes.